Airbnb, c'est dormir chez l'habitant. À la base. Hein. À la base, oui, oublie c'est vrai que que c'est ça. Hein. Moi, déjà, je pars du principe, et ça, je le vois dans mon historique, que tout Dubaï se loue. Tous les quartiers se louent, à long terme ou à court terme. Il y a aussi une réalité à Dubaï, c'est que l'exigence des voyageurs. Mais l'exigence est partout. J'ai jamais vu ça. Bien sûr, mais non, ça, je te tu le jure vois que dans partout. toute ma carrière dans le tourisme, j'ai jamais vu ça. Ah ouais? À Dubaï, c'est différent. La différence de location entre deux appartements dans le même building, un qui aura une belle vue et l'autre qui aura une vue C'est moindre. normale, elle n'est pas si écartée que ça. Maintenant, les rendements, oui, ils vont être super différents en fonction de certains quartiers et de certains types de biens. Ce qui se loue le plus, sans prendre de chemin, c'est... Chers amis, chers investisseurs, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui puisque ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas fait de format de podcast sur la chaîne et je suis très content. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir la crack de la gestion locative court terme à Dubaï. Merci. Manel, comment ça va? Bah, ça va et toi? Bah, écoute, super. Très content de te recevoir. Ravi d'être ici. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont hâte de t'entendre puisque le sujet du podcast aujourd'hui, c'est la gestion locative court terme. On entend de tout, Manel. On entend de tout. À Dubaï, avec les millions de touristes qui arrivent chaque année, c'est quelque chose qui est très important. Moi, tous les jours, on me pose des questions par rapport à la gestion locative court terme et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui, tu es là pour répondre à toutes les questions. Écoute, super. Bah déjà, dans un premier temps, qui es-tu, Manel? Dis-nous qui tu es. Je dirige Hello BNB, D'accord. qui est une entreprise de gestion de location courte durée à Dubaï. Je suis rattachée à DRN, DRN Group. D'ailleurs, c'est pour nos investisseurs à la base qu'on a créé cette société. C'est exceptionnel. Mais d'ailleurs, comment est-ce que Hello BNB est né? Est-ce que c'est toi qui as eu l'idée? Est-ce que c'est avec les demandes de tous les investisseurs au fil du temps que l'idée est venue? Enfin, comment c'est venu déjà de base, l'idée Hello BNB? Moi, je faisais de l'immobilier avant, comme tu le sais. Et en fait, on a trop souvent eu cette question de « mais du coup, la location, qui va gérer ?» Bien sûr. Voilà, c'était la question de la plupart des prospects ou des investisseurs. Donc, on s'est dit, en fait, au bout d'un moment, il va falloir qu'on le fasse. On a délégué au départ. Ça n'a pas été la meilleure des expériences parce que tu ne sais jamais vraiment à qui tu donnes la gestion des biens. Et finalement, c'était aussi beaucoup notre image qui en pâtit. Donc, on s'est dit, pourquoi pas le faire? Pourquoi moi, j'ai repris la société, du coup? J'ai un background dans le tourisme. J'ai fait toutes mes études là-dedans. Je connaissais déjà le concept de la courte durée, des plateformes. Et voilà, ça a été assez naturel. Donc déjà, c'est un secteur d'activité qui te plaît de base. Oui. Passionné, on sait très bien que de toute façon, quand on fait les choses qu'on aime, ça marche bien généralement. En général, oui. Et aujourd'hui, ça marche très très bien. Et donc, pour rappeler aussi à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui, le groupe DRN, c'est pas qu'une agence immobilière. À chaque fois qu'on va avoir des gens au téléphone qui nous demandent pourquoi est-ce que DRN est numéro 1 aujourd'hui sur le marché francophone, eh ben, c'est grâce à des personnes comme Manel, qui fait un travail qui est simplement extraordinaire. En termes de volume, est-ce que tu peux nous dire combien d'appartements aujourd'hui tu as sous gestion chez Hello BNB? Et combien de personnes vous êtes aussi dans la structure? Ouais. Alors, fixe aujourd'hui, combien de personnes dans la structure? On est 3 gérantes chez Hello BNB. Maintenant, on a toute une équipe derrière avec de la maintenance, du ménage, des admins, des assistants. Donc, on est quand même un bon nombre de personnes. Et en turnover, on est à peu près sur une centaine d'appartements. Ok. On ne cherche pas à en avoir forcément beaucoup plus. En fait, l'idée d'Hello BNB, c'était vraiment d'accompagner les investisseurs de chez DRN pour conclure en fait, l'achat en fait, d'un bien immobilier et qu'il y ait un accompagnement jusqu'au bout. Que ce soit gestion courte durée, longue durée, également revente côté DRN et de boucler un peu la boucle sur cette partie-là sans la déléguer. Et voilà, tout simplement. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Nous, on passe notre temps à dire sur notre marketing, sur nos vidéos, qu'on propose un accompagnement de A à Z. Et c'est pas des blagues. Je suis un peu le Z, du coup. Un peu le Z. Mais c'est surtout ça le plus important, tu vois. C'est aussi ça le plus important, c'est dire, OK, c'est-à-dire que depuis l'étude de faisabilité du projet, pouvoir accompagner toutes les personnes
dans tout ce qui va être démarche administrative, dans tout ce qui va être aussi paiement pendant la période de construction. Et bien évidemment, le plus important, c'est après la remise des clés. Parce qu'on a beaucoup d'agences immobilières aujourd'hui qui proposent ce type de prestations, mais qui font de la sous-traitance. On y reviendra juste après. Ça aussi, c'est quelque chose de très important à rappeler. Il y en a peu qui le font en interne. Donc ça, voilà. Ça, c'est un mérite qu'il faut répéter et qu'il faut crier sur tous les toits. Maintenant, question très simple. Quelle est la différence entre une location courte durée et une location longue durée ? Écoute, elle est plutôt simple. La location, je vais commencer par la longue durée. Okay. La longue durée, c'est tout simplement de trouver un locataire sur une année complète ou sur plusieurs années qui va faire un bail de location, ce qu'il y a de plus normal, et qui va jouir de l'appartement sur ces 12 mois ou plus si renouvellement. Comme n'importe quel locataire longue durée, on peut avoir en France qui va jouir de l'appartement comme ça. Donc ça, c'est régi encore sous la bannière DRN, on va dire agence immobilière, puisque toute agence immobilière est plus ou moins agréée pour faire de la location longue durée. Ce qui n'est pas le cas pour de la courte durée. La courte durée, c'est une entité à part entière. On est sous un autre ministère, donc c'est une autre entreprise. On a une autre licence commerciale. Une trade license. Exactement, on a une autre trade license. Qui est régie sous un autre ministère. Donc, on n'a pas les mêmes pouvoirs, on ne fait pas les mêmes choses et on ne fait surtout pas le même métier. Nous, on va prendre des appartements en gestion et on va les manager pour des propriétaires qui ne sont pas sur Dubaï ou qui n'ont juste pas envie de le faire. Donc, pour eux, c'est-à-dire mettre leurs biens sur différentes plateformes et les louer en courte durée, c'est-à-dire accueillir des touristes, accueillir des personnes sur un petit laps de temps, en général qui ne va pas dépasser 3 mois. C'est à peu près ça la moyenne. Donc, on va dire que la limite à pas dépasser pour que ça reste de la location courte durée, c'est 3 mois. On peut aller plus loin, mais ça va être encore d'autres réglementations par le ministère du Tourisme pour prolonger ça. Ok, d'accord. Moi, Manel, déjà, merci pour cette introduction. Je t'en prie. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous montrer votre soutien. N'hésitez pas aussi à poser vos questions directement en commentaire à Manel, elle pourra y répondre plaisir. aussi. Et puis voilà, la suite aussi s'annonce très très bien, donc je compte sur vous. Et le petit like, bien sûr. Je vais mettre les 2 pieds dans le plat, Manel. Je suis prête. Tous les jours, on me pose cette question au moins une fois par jour quand j'ai des clients au téléphone. Est-ce que la location courte durée est plus rentable que la location longue durée? Est-ce que tu peux répondre à cette légende, s'il te plaît? C'est pas une légende, j'ai la question également tous les jours. Alors, sachant que je ne devrais même pas avoir cette question tous les jours, je reprends des fois finalement le travail d'agent immobilier. La petite balle perdue pour tous les agents. Non, mais en fait, quand je détermine si un appartement, entre guillemets, va être éligible pour la location courte durée, il va falloir remplir plusieurs critères. Mais la réponse à ta question, elle va énormément dépendre de l'investisseur qui est en face et de ses objectifs à lui et de ce qu'il veut faire. D'accord. Quand j'ai un propriétaire en face de moi qui me pose cette question, je lui pose 2 questions très simples. Je lui dis, est-ce que votre bien, vous voulez en jouir pendant l'année? Est-ce que vous voulez en profiter, venir en famille pendant les vacances, etc. C'est oui ou c'est non. Et en général, la deuxième question, ça va être, est-ce que vous êtes revendeur? Est-ce que vous comptez vendre votre bien dans l'année, voire dans les 1 an et demi, quelque chose comme ça? S'il ne répond pas oui à ces 2 critères, là, je vais lui exposer financièrement ce qui va se passer. D'accord. La location longue durée, on va dire que ça va être la sécurité. C'est la sécurité de se dire, j'ai un locataire à l'année. Un taux d'occupation à 100%. Comme tu le sais, à Dubaï, on paye son loyer en un chèque ou en... plusieurs chèques si le propriétaire est sympathique. S'ils sont sympas. Toujours moyen de s'arranger. Voilà, toujours moyen de s'arranger, mais principalement Bien entre sûr. 1 et 4 chèques. C'est ça. C'est la moyenne. Donc, on bénéficie de son argent tout de suite. Le rendement locatif, on le sait à l'avance. Puisque tes calculs, tu les fais en fonction du loyer que tu vas mettre. Sur la location courte durée, dis-toi que c'est un petit peu comme créer une micro-entreprise que tu vas mettre en ligne et que tu vas devoir alimenter, faire fructifier et la faire grandir. Donc, ton rendement ne va pas être perçu de la même façon. Il peut être plus élevé que le long terme, comme moins élevé que le long terme. Et là, il y a plein de critères qui vont rentrer en jeu. La saisonnalité de Dubaï, les entrées touristiques, le marché touristique, tout simplement,
les différentes infrastructures, le divertissement, enfin voilà. Bien sûr. Tu peux tout imaginer. La décoration de l'appartement, Alors, ça joue qui énormément. va être primordiale. C'est pas juste énormément, c'est primordial. Toi-même, quand tu réserves un appartement ou un hôtel, Bien sûr. la photo, C'est ce qui fait tout. c'est ce qui va tout faire. Voilà. Donc, et là, il y a une très grande concurrence. Pourquoi ? Parce que dis-toi que tous tes voisins, potentiellement, sont aussi tes concurrents. Bien sûr. Puisqu'à Dubaï, comme tu le sais, on peut louer en court terme 365 jours. On n'est pas limité en nombre de jours. Mhm. Donc, tout le monde peut le faire, finalement. Donc, voilà, sur le court terme, on va recevoir son paiement de manière mensuelle. Il y a des mois qui seront plus élevés, des mois d'autres. moins élevés. Si l'entretien de l'appartement n'est pas bon, si c'est un appartement, j'aime bien les appeler les appartements à problème. Ça arrive quand on tombe sur des coquilles où il n'y a jamais rien de Jamais bien rien qui se passe. qui va. Il n'y a jamais rien qui va et forcément, il va y avoir un coût supplémentaire sur l'entretien, etc. C'est tout ça qui va déterminer sur une année, en lissant tout ce qui s'est passé, Mhm. si le rendement va être plus ou moins élevé. Je ne peux pas le prévoir à l'avance. Donc si ta question, c'est est-ce que le court terme rapporte plus que le long terme ? Ça veut tout et rien dire Par défaut, finalement. je vais te dire non, Ok. mais parce que il me manque plein de choses. Beaucoup trop déterminer. d'éléments C'est ça. qui déterminent. Et moi tu as dit deux choses qui me semblent être hyper importantes et sur lesquelles on doit insister. Premièrement, la déco. Ouais. La déco. Pour toi, aujourd'hui, c'est quoi un appartement bien décoré ? Qu'est-ce qu'il va falloir mettre à l'intérieur ? Il faut trouver un schéma qui plaît à tout le monde. C'est pour ça qu'en général, quand des propriétaires veulent meubler tout seuls leur appartement, Mhm. j'ai aucun problème avec ça. Un Aucun petit peu problème. quand même. Non, vraiment, aucun problème. Mais je leur montre ce qui se fait sur le marché parce que, comme j'aime bien leur dire, vos goûts ne sont pas forcément Mhm. ceux des autres. Et les touristes, en général, ils vont chercher quelque chose de propre, de joli, Mhm. et qui est pas trop, qui est pas trop de, comment dire, de superflu un peu partout. D'accord. Sauf si on se lance dans un délire, et c'est déjà arrivé, où on me fait des chambres à thème. Ça existe en France dans l'hôtellerie. Est-ce que ça existe, ça, d'ailleurs, à Dubaï ? Non, il y J'en en a ai pas jamais vu beaucoup. passer. Non. Idée de business. Voilà. Vous voulez faire un nouveau business ? Pourquoi pas toi, Manel ? Mais non, mais ça marche super bien en Mhm. France. Les cinéma rooms, Ouais, love Airbnb room, insolite. etc. J'en vois Exactement. beaucoup passer sur YouTube. Ouais. Ici, Mhm. les gens, ils ont encore un petit peu plus du mal, parce qu'ici, on aime bien le minimaliste, nude, etc. Déco à la Dubaï. C'est ça. Et- Mais ça marche. Et faut compter combien en moyenne, vraiment très simplement, pour une jolie décoration pour un appartement studio, de type studio, one bed, deux beds, en moyenne. Vraiment average. Pour une jolie petite décoration, tu sais que ça va bien performer derrière. Combien tu comptes pour studio, one bed, deux beds ? Studio, je pense qu'on va aller regarder entre 6 et 8 000 euros. Ok. Je pense quelque chose comme ça. Alors Fully equipped, donc ouais, fully complètement equipped équipé. et surtout Mhm. dans les normes Airbnb. D'accord. On a une checklist qui est beaucoup plus large que si tu meublais normalement, Mhm. puisque même les sets de table, les couverts, enfin tout doit y être. Tout est compté dedans. Tout est compté dedans. Ouais, entre 6 et 8 000 euros. Les one bed, je dirais entre 8 et 15. Ça va dépendre de la superficie, de ce qu'on veut dedans. Est-ce Bien que sûr. tu veux 3 Est-ce que télés? tu veux de la marque ? Est-ce que, Est-ce que tu veux beaucoup de télé ? voilà, est-ce que tu veux du Beaucoup vrai de gazon, critères. du faux gazon? Enfin, il y a 1 million de trucs à penser. Et pour un 2 beds... Les 2 beds, c'est compliqué. Il y a des très, très grands 2 beds à Dubaï. Des beds qui font 120, 130 mètres carrés. En donc, tout cas, ça va être plus de 12-15 000 euros sûr. Ok, d'accord. Mais encore une fois, tout dépend de ce qu'on veut. Tu vois, même les intérieurs designers, il n'y a pas de réelle moyenne de leur côté, puisque sûr. ça va dépendre de la qualité des meubles que tu vas mettre, de la rapidité aussi du projet, et aussi de l'intérieur design que tu choisis. Il y a Ouais. des intérieurs design, attention, c'est dur à avoir. Ils sont durs à avoir, mais en termes de prestations, tu vas aussi aller chercher quelque chose de grand. Moi, pour le Airbnb, je ne recommande pas forcément d'aller payer le plus cher, Mhm. mais il nous faut quelque chose d'assez solide, tout simplement, Ok. pour éviter toute dégradation, casse. Ah, c'est clair, c'est clair. Bah, écoute, parfait. Merci déjà pour toutes ces petites prie. réponses. Et d'ailleurs, très important, on s'occupe aussi de la décoration de l'appartement. Donc, on a des appartements qui vont arriver à Dubaï qui vont être semi-fournis. Donc, on aura tout le mobilier, donc comme le lave-vaisselle, Oui, comme puis la ça va cuisine. dépendre aussi des cuisines, si elles vont être équipées ou pas. C'est ça aussi. Ouais, Mais j'avais oublié cet élément. généralement, Manel, dans 99,9% des cas, ils sont semi-équipés. Oui, il Et y a on quelques a- développeurs qui incluent pas comment dire,
Les équipements les mobiliers. ménagers, mais... Ouais, ménagers. Et deuxième question aussi, moi qui m'interpelle, c'est y a-t-il une saisonnalité à Dubaï? Puisque on entend encore une fois pas mal de légendes, on se dit que, bon, c'est vrai, on a quand même beaucoup plus de personnes qui vont venir quand c'est l'hiver en France, courant décembre, janvier, février, mars. Donc c'est vrai que c'est très agréable d'être à Dubaï à cette période-là. Mais est-ce qu'il y a une saisonnalité? Est-ce que tu as quand même du monde qui vient pendant l'été? Est-ce que ça a un impact aussi sur les prix? Enfin, comment est-ce que tu verrais cette partie-là? Il y a une saisonnalité à Dubaï, hein. De toute façon, Comme partout, même s'il fait le soleil toute l'année. Ouais, je dirais comme partout. Alors, c'est vrai que depuis le Covid, Dubaï enregistre des arrivées touristiques toujours plus élevées chaque année. Ok. Et on vit depuis cette période les étés les plus historiques de toute l'histoire des Émirats. Cependant, il y a quand même une saisonnalité. Il y a beaucoup plus de monde entre novembre et avril, je dirais. Novembre-avril, qu'en été. Donc, bien sûr. Oui, ça a un impact sur les prix. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas remplir les appartements, mais il va falloir repenser la stratégie de pricing, et forcément qui va être beaucoup plus différente qu'un mois de décembre, par exemple. Et c'est ça qui est important quand tu dis que avoir un appartement en gestion locative court terme, c'est comme avoir une petite entreprise. Ouais. Donc c'est comme finalement tous les propriétaires qui ont acheté un bien à Dubaï ont le droit d'avoir une petite chef d'entreprise, donc toi, qui va gérer leur bien. Mais c'est un travail qui est quand même monstrueux et je pense que les gens ne se rendent pas compte de tout le travail que ça représente. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est la responsabilité du propriétaire. Ça, je sais que c'est un sujet qui tient à cœur, Manel. C'est que il est propriétaire, il te donne les clés, il te dit tiens, allez, débrouille-toi. Mais c'est pas comme ça. Il y a une responsabilité. Moi, j'aimerais que tu insistes bien sur la responsabilité du propriétaire aujourd'hui à Dubaï qui veut mettre son bien en gestion locative court terme. Oui. Alors déjà, si les propriétaires ne se rendent pas compte, c'est aussi l'idée de nous confier ces biens en gestion, c'est justement que eux, en fait, le mal de tête, on le prend pour nous. Exact. Et on leur enlève. C'est l'idée de passer par une agence, hein, finalement. Donc, on leur enlève ce poids-là. Maintenant, la responsabilité d'un propriétaire, en fait, ce qu'ils oublient beaucoup, c'est qu'ils restent propriétaires de leurs biens. Donc, l'idée de passer par une agence, c'est de gérer, en fait, toute la partie opérationnelle et administrative que eux n'ont pas forcément envie de faire. En fait, juste pour rappeler le concept du Airbnb, c'est dormir chez l'habitant. À la base. Hein. À la base, on oui, oublie c'est vrai que c'est c'est ça. Hein. Ouais. C'est vrai que maintenant, on est très confondu avec les hôtels et on est un peu sur un marché qui se chevauche. Ouais. Mais à la base, c'est dormir chez l'habitant. Et le propriétaire, lui, a des responsabilités puisque c'est chez lui, en fait. On dort chez lui. Bien sûr. Donc, il y a plein de choses à faire. En soi, sur le parcours client, il n'a pas grand-chose à faire, puisque nous, on va juste lui faire signer un contrat de location. L'ameublement, on va voir si on le fait ensemble, s'il le fait lui-même. Des fois, je récupère des appartements qui sont déjà meublés, donc voilà. Top. On voit juste s'il manque 2-3 trucs. On regarde la checklist. Et après ça, nous, oui, on s'occupe de tout. Lui, ses responsabilités, ça va être quoi? Ça va être d'entretenir son appartement. Alors, quand je dis entretenir, ça ne veut pas dire tout réparer, faire la différence entre la casse humaine par un locataire, je sais pas, il a cassé un vase, ce qui arrive, pété la télé, on a de tout. Hein. Donc, t'as dû en voir des vertes et des pas mûres. Je pense que ça, c'est une partie que je ne devrais peut-être pas développer. Donc la casse humaine, où là, on va justement faire les réparations avec les déposits via les différentes assurances sur Airbnb, etc. Et l'usure naturelle de l'appartement. En fait, c'est un peu comme gérer sa propre entreprise. Tu sais, moi, j'aime bien prendre l'exemple du salarié et de l'auto-entrepreneur. Bien sûr. Quand tu passes ton appartement en long terme, tu es un peu comme un salarié. Tu connais le montant de tes charges, tu as ton budget sur le mois, bien ton sûr. loyer, machin. Tu sais exactement ce qui va arriver et combien tu vas recevoir net via ta fiche de paye. Exactement. L'auto-entrepreneur, au départ, t'investis et les retours, des fois, peuvent prendre plus de temps à venir. Ça peut péter très vite aussi. Exactement. Dans l'autre sens. Donc, Et donc, tu dois entraîner la machine et investir un petit peu plus au départ. Donc, entretenir son appartement, remettre un coup de peinture de temps en temps, changer le canapé s'il faut.
parce qu'à force de l'usure et à force de mettre des canapés blancs, arrêtez, Dis-leur, la caméra, elle est juste là. plus de canapés blancs. S'il vous plaît. Le changer régulièrement et réinvestir dans des petits trucs, des trucs qui peuvent faire plaisir aux locataires, puisque moi, j'ai 2 casquettes. Dans un premier temps, je dois donc prendre les appartements en gestion et les gérer pour les propriétaires. Ils me donnent cette responsabilité. De l'autre côté, moi, j'ai des locataires qui rentrent tous les jours dans les appartements. Et eux, ils ne sont pas venus pour se prendre la tête. Bah oui. Ils ne sont pas venus pour que Bien sûr. le lavabo il fuit, que la clim ne marche pas. Ils sont venus pour des expériences, Passer vivre des un bon expériences. moment, c'est Ouais. ça aussi. Pour la plupart, ils sont des fois jamais venus à Dubaï. C'est leurs premières vacances. C'est quelque des chose voyages d'important de dans leur noces. vie, bien sûr. J'ai de tout. Ils viennent avec leurs parents qui n'ont jamais voyagé, etc. On ne peut pas se permettre Pas le d'avoir droit à des l'erreur. failles sur ce genre de choses. Donc finalement, le propriétaire, lui, alors on ne va pas le déranger. Moi, je leur dis toujours, moins on se parle, mieux on se porte. C'est-à-dire que tout se passe bien. Voilà. Et de temps en temps, quand il faut entretenir les appartes, le faire. Ok. Tout simplement. Merci. C'était très important. Maintenant, j'aimerais quand même mettre tes mérites en avant, que tu expliques aussi aux personnes qui nous regardent comment est-ce que HelloBnB fonctionne. Est-ce que c'est une plateforme qui va être directement raccordée à Airbnb? Est-ce qu'on peut louer directement sur HelloBnB? D'ailleurs, vous aurez le lien du site dans la description. Vous pourrez voir tous les biens qu'on a listés et voir un petit peu ce que ça donne aussi. Mais ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est, tu es quand même super host depuis pas mal de temps. Félicitations déjà, parce que je sais que c'est très très compliqué et que c'est pas facile, et c'est pour ça que je tenais à te remercier dans ce podcast pour tout le travail que tu fais et que vous faites avec Razen, avec tout le monde. Parce que moi, quand j'ai des clients qui sont au téléphone, c'est une fierté de dire hey, ton appartement, dès qu'il sera prêt, derrière moi, j'ai des personnes sur qui je peux réellement compter, qui vont pouvoir faire performer ton appartement le plus possible. Mais revenons-en à nos moutons. Donc HelloBnB, comment est-ce que ça se passe? Et parle-nous du titre de super host, de tous les petits trophées que tu as dans ton bureau, du coup. Oui, alors on travaille beaucoup avec Airbnb, tout simplement parce que c'est la plateforme la plus utilisée ici à Dubaï. On liste sur beaucoup d'autres, Booking.com, le réseau Expedia, Agoda, Google Vacation, enfin plusieurs plateformes comme ça, mais la plupart, c'est plus pour de la visibilité, puisque les clients vont principalement sur Airbnb. D'accord. C'est à peu près 85% du marché. On a aussi notre plateforme en direct, où là, on va pouvoir travailler directement avec des personnes qui nous contactent. Et on va en fait diffuser sur toutes ces plateformes. Airbnb, c'est la plus développée aujourd'hui, la plus connue, exactement. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils mettent en avant les autres qui, justement, remplissent certains critères. Quels sont ces critères? Alors, il y en a 4. Okay. Le premier, c'est un taux de réponse à minimum 90%. D'accord. Ça, en vrai, c'est assez simple. Moi, j'ai donné une règle à mes collaboratrices. On répond à chaque message en moins de 20 minutes, du jour ou de la nuit. On bosse 7 jours sur 7, 24-24. Il y a des astreintes. Mais voilà, personne sans réponse, c'est très important. Même déjà, pour l'expérience client, en fait. Bien sûr. T'as un problème, tu sais, des fois, ils n'arrivent pas à ouvrir le gaz, ce genre de truc. Wi-Fi, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est ça. Si tu prends 24 heures à répondre, c'est nul, tu vois. Donc, un taux de réponse à 90% minimum. Il y a un certain nombre de nuitées à remplir sur 3 mois. Bon, ça, c'est assez simple puisqu'on a quand même beaucoup d'appartements. Le troisième, avoir une note à 4,8 minimum. Je ne sais pas si on se rend compte c'est le plus difficile de ce que ça représente. 4,8 sur 5, ça veut dire que moi, j'aime beaucoup noter ce que je fais. Genre, tu aurais la liste de tous les avis que j'ai pu mettre sur les restos, les coiffeurs, partout quand je vais, j'aime beaucoup les avis, tu vois. Et je sais que pour avoir 4,8 sur 5, c'est-à-dire que la personne a passé un vrai séjour, un séjour qui était agréable, il a manqué de rien du tout, le bon nombre de serviettes, le shampoing, les petits détails. Mais c'est ça qui fait toute la différence, en vrai de vrai, avec un bon séjour. Ça, et puis tu as la réactivité aussi. Moi, j'invite toujours les propriétaires à regarder nos commentaires. C'est mon meilleur CV, tu sais, Bien sûr. Quand ils se demandent s'ils signent avec nous ou avec quelqu'un d'autre. Moi, mon meilleur CV, c'est les commentaires.
la réactivité, la résolution de problèmes rapide. Parce qu'il y en a des problèmes, on ne peut pas les cacher, on ne peut pas mentir sur ça. Bien sûr. Et je suis contente, moi, justement, quand j'ai un commentaire où il y a écrit j'ai eu un problème, ils me l'ont réglé en 1 heure, en 2 heures, c'est voilà, trop content. C'est la partie la plus gratifiante aussi. Ouais, bien sûr. parce qu'on se casse beaucoup la tête. En fait, ton travail, c'est même pas de mettre des biens en location, c'est de résoudre régler des problèmes, ouais. en fait. Du coup, c'est ça. C'est ma passion, en vrai. Donc, du coup, 4,8 étoiles sur 5. Et le Ouais. dernier critère, Et du le coup dernier, c'est un taux d'annulation Ok. inférieur à 1%. Ok. Ce qui fait environ une annulation toutes les 100 réservations, j'imagine. Quelque chose comme ça. Mais c'est pas ta faute si tu as une annulation sur... C'est hyper compliqué, les annulations sur Airbnb. C'est fou, ça. Ouais. Nous, on a une politique d'annulation pour que les clients annulent leur voyage, qui est quand même assez flexible. Mhm. Mais nous, en tant que hôte, en vrai, Airbnb part du principe qu'on n'a pas de réelle raison à annuler. Ah, d'accord. Annuler de votre côté. Exactement. Ok, Le taux parce que j'avais compris d'annulation, dans l'autre sens. il part de... Ok, il ok. vient de nous. Ok, je vois. Donc voilà, il faut remplir ces 4 critères et ils sont révisés tous les 3 mois. Donc, Donc, tu peux le gagner aussi vite que tu peux le perdre. ouais. Et forcément, plus tu as d'appartements, Plus c'est difficile plus de c'est suivre la difficile, cadence. puisque c'est même pas une question de plus tu as de problèmes, etc. C'est qu'il y a aussi une réalité à Dubaï, c'est que l'exigence des voyageurs. C'est incroyable. Mais l'exigence, c'est partout. J'ai jamais vu ça. Bien sûr. Mais Non, ça, je te tu le jure vois que dans partout. toute ma carrière dans le tourisme, j'ai jamais vu ça. Ah ouais. À Dubaï, c'est différent. C'est Déjà, beaucoup la plupart plus, des personnes veulent le même standard qu'un hôtel. Ok. Absolument le même. Et puis, on a aussi beaucoup de confusion. Booking.com, par exemple. Booking.com, 9 fois sur 10, les clients pensent réserver un hôtel. Après, je leur en veux pas. Toi, quand tu vas à Airbnb, tu vas sur Airbnb. Bah oui. Quand tu vas à un hôtel, tu vas sur Booking. Bien sûr. Voilà. Donc, il y en a plein qui vont sur Booking, qui réservent les appartements. Et là, ce que je me mange, c'est dur. Il est où le housekeeping? Pourquoi le ménage ne vient pas tous les jours? Elle est où la salle du petit déjeuner? Ah Elle est ouais. où la salle du petit déjeuner? Mais après, il faut faire un effort. Faire un effort. Les clients ne lisent pas les listings, Ah bah oui, les descriptions. bien sûr. Mais Voilà. c'est toujours pareil partout. Hein. Oh là là. Et c'est comme ça qu'on peut des fois avoir des mauvaises notes qui sont pour nous très injustes. Mais voilà, on doit gérer quand même. Et justement, l'impact d'avoir le titre de super host sur Airbnb, qu'est-ce que ça change? Est-ce que justement tous les biens que tu auras listés sur ton compte Airbnb vont être mis en avant? Oui. Ok, donc ça veut dire que ça, c'est vraiment un point... En fait, ils me mettent en avant sur la plateforme. Et tu vois, pour les nouveaux biens que je liste, il n'y a pas de commentaires. Donc, il n'y a pas de recul. D'accord. Et souvent, ça, c'est un frein pour certains voyageurs. Ils veulent des appartements qui ont de l'expérience. J'aime les commentaires aussi quand je comme regarde. Comme moi, tu sais que les voyageurs, je n'accepte aucune réservation instantanée. D'accord. Chaque personne doit m'envoyer un message et approuver des règles que je vais lui envoyer. D'accord. C'est-à-dire que du jour ou de la nuit, nous, on est connectés pour approuver ou décliner des réservations. Moi, les voyageurs qui n'ont pas des bons commentaires, sans forcer, je décline. Hein. Bah oui, mais c'est important aussi, tu vois. Bien sûr. Et c'est là où on va aller optimiser aussi justement la qualité des voyageurs et éviter d'avoir des... C'est vrai qu'on est noté, hein, nous, en tant que voyageurs sur Airbnb. C'est vrai que je suis en train d'y penser, mais c'est vrai. Il y a des notes partout. Mais au moins... On sait à quoi s'attendre. Mais en tout cas, merci beaucoup pour la réponse. Et moi, du coup, ça m'emmène sur une autre question qui est tout aussi importante. C'est aujourd'hui, quel type de bien, Manel, se loue le mieux en court terme? Est-ce qu'on va être plus sur un studio, une chambre, 2 chambres? Est-ce que la vue est importante? Est-ce que avoir une vue Bourges, ça va changer la donne, ou plutôt une vue mer, ou simplement une vue mur avec un autre projet qui est en face? Mais on en entend des vertes et des pas mûres, et justement, j'aimerais que tu puisses répondre à cette question-là, parce que moi, j'ai beaucoup de clients au téléphone qui me disent Raphaël, le studio me plaît, le projet me plaît, le plan de paiement me plaît, tout est bien, mais par contre, sur la vue, il y a du vis-à-vis. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, selon toi, quel type de bien se loue le mieux, et surtout, sous quels critères? Une vue mer, je te laisse reprendre le flambeau. Je vais reprendre un petit peu ma casquette voilà. C'est une grosse question. D'agent immobilier aussi, ah oui, puisque ça passe aussi par vous, votre expertise. Bien sûr. Au moment de la découverte. En fait, moi déjà, je pars du principe, et ça je le vois dans mon historique, que tout Dubaï se loue. Tous les quartiers se louent, à long terme ou à court terme.
Maintenant, les rendements, oui, ils vont être super différents en fonction de certains quartiers et de certains types de biens. Ce qui se loue le plus, sans prendre de chemin, c'est les studios, les one bed. Mais il y a une raison. Il y a une raison parce que on oublie que Dubaï... Studio ou one bed, entre les deux à choisir. La question, on me la pose tous les jours, Manel. Franchement, moi, je dirais studio. Ok. Ouais. Ok. Moi, je dirais studio. Sur Alors, du short mon term. taux de remplissage, il est beaucoup plus élevé sur les studios. D'accord. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est le bon rapport qualité-prix. Bien sûr. C'est une petite superficie. On oublie que les gens... que Dubaï, pardon, c'est pas cher. Oui, c'est vrai. Ça a un coût de venir à Dubaï parce que j'ai pas que des touristes qui viennent en vacances. J'ai aussi des personnes qui viennent s'installer, tu sais, en attente d'avoir leur titre de séjour, d'avoir un chéquier, etc. Donc, j'ai des personnes qui viennent travailler en remote ou juste des voyageurs d'affaires qui restent un certain nombre de temps. Et tout ça, c'est un coût pour eux. Les studios, ça marche trop bien. Les one bed aussi. Alors, les 2 beds, ça va dépendre. Les 2 beds, c'est bien sur les périodes de haute saison. Vraiment, les 2 beds et 3 beds, ça marche très bien en long terme, puisque c'est vraiment prisé par les familles, les expatriés. On voit le nombre d'expatriés maintenant à Dubaï, et la recherche en location longue durée, elle est énorme. Donc, les 2 beds, c'est très bien pour les hautes périodes de saison. D'accord. Le mois de décembre, la saison, quand il fait pas chaud, vraiment, ça c'est vraiment top. Mais les 2 beds, c'est vraiment, en fait, pour moi, ils sont vraiment soumis à la saisonnalité. Ok. Je le vois en fait moi dans mes. Donc tu recommandes plus, par exemple, de proposer un 2 beds en location longue durée. Ouais. Okay. Sauf s'il y a un besoin spécifique, comme je t'ai dit au départ, bien sûr. Vendre l'appartement ou d'en profiter. Moi, par exemple, j'ai des 2 beds où c'est des familles qui viennent pratiquement à chaque vacances. Donc, eux, c'est vraiment le concept d'avoir un complément de revenu. Puisqu'encore une fois, l'essence même de mettre son appart sur Airbnb, c'est un peu comme en France, quand tu mets ta voiture sur Drivey, c'est du complément de revenu. Bien sûr. À la base, c'est pas, entre guillemets, censé être un business à part entière. Ouais, un revenu total. Non, mais c'est vrai. Bon, avec les loyers qu'on arrive à avoir à Dubaï... Oui, c'est pas mal. Petite question, là, comme ça, je te la pose. C'est quoi le record que tu as réussi à générer, par exemple, sur un mois, sur un studio et un one bed? Sur des studios, par exemple, 65 000 dirhams à peu près. Le mois? Sur du studio. Ah non, à l'année? Non, moi je te parle au mois. Ah, par mois? 8 000. 8 000 dirhams? 8 000, 8 002, un truc comme ça. Donc ça fait 2 000 € quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est énorme. C'est énorme ici. Donc 2 000 € sur de la gestion locative court terme. Et one bed, selon où ils sont situés, on peut aller jusqu'à 16 000 dirhams. Ok, c'est exceptionnel. Hein. Ça fait quoi? Ça fait 3 000 quelque chose? Ouais, à peu près, c'est ça, ouais. 3 500 € à peu près. Voilà. C'est top. Et donc, du coup, pour en revenir à la question que je t'avais posée, est-ce que la vue a un impact sur la location de ton bien? Oui et non. En fait, j'en reviens aussi au départ. Pourquoi un investisseur va investir là ou ici? Bien sûr. Déjà, faut déterminer. J'essaye de me remettre un peu en arrière quand je faisais du conseil. Déterminer pourquoi on achète cet appartement. Est-ce qu'on veut faire un full rendement locatif ou est-ce qu'on cherche quand même à avoir de la prise de valeur? Est-ce qu'on veut se créer un patrimoine qui va dans le temps rester? Ou est-ce qu'on veut faire de l'achat-revente? Tout ça va aussi déterminer la stratégie de location par la suite. Pour répondre par rapport aux vues, je vais peut-être casser un mythe et je suis désolée. Allez, vas-y. Mais avoir des vues ne va pas forcément vous donner un rendement locatif beaucoup plus élevé. Merci. J'ai des attentes où j'ai des propriétaires qui viennent avec des vues Bourges. Alors, c'est super la vue Bourges. Ça vous fait prendre en valeur. En général, s'il n'y a pas de building qui va pousser devant, ça ne va pas bouger. C'est un patrimoine de fou. Et en général, c'est des biens qu'on va garder sur le long terme. Un peu comme une vue Tour Eiffel. Mais en vue du prix que vous allez le payer, qui va forcément être plus élevé que votre voisin qui, lui, aura la vue clim de l'autre côté. Et je dis ça parce que j'avais un appartement vue clim. C'était le meilleur rendement locatif de tout le building. Oui. Comme quoi, les gens... Il l'a acheté moins cher. Et en fait, la différence de location entre 2 appartements dans le même building, un qui aura une belle vue et l'autre qui aura une vue moindre. normale, elle n'est pas si écartée que ça pour prétendre
faire un rendement locatif qui sera beaucoup plus élevé. Parce que ça, justement, j'en profite vraiment pour vous expliquer ce qu'il en est par rapport à ce que Manel vient de dire, et c'est ultra important. Vraiment vous dire quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, si votre projet, c'est de la full rentabilité et qu'on veut aller chercher des pourcentages qui sont vraiment bien, plus on va monter en fait dans les étages d'un projet. Pareil pour les high étages floor aussi, élevés. donc les étages élevés. Plus on va monter en haut du projet, plus les prix vont monter aussi, ce qui est normal, et plus les vues aussi vont être dégagées, plus les prix vont augmenter aussi. Donc, quand on a par exemple sur un projet, un studio qui va être à 750, allez, c'est entre 750 et 800 000 dirhams au 11e étage, sur les 11 étages du projet, et que derrière, on a un deuxième studio qui va être à 660 000, 670 000 dirhams, avec une vue totalement, j'abuse un petit peu, mais avec une vue partiellement ouverte, derrière, partons sur la vue la plus nulle. La vue la plus nulle, voilà. Aller, hein. Exactement. Et derrière, le bien le plus rentable entre les deux, ça sera pareil sur la longue durée. Ce que tu viens de dire. La longue durée, le bien va pas forcément se louer plus cher ou moins cher. Maintenant, en termes de revente et de prise de valeur, là, c'est important. Là, ça va être important. Et je vais encore même rajouter, pour moi, en tout cas, acteur de la location. Je dis bien pour moi. Voilà, ma responsabilité, voilà, je parle pour moi. Je pense que les vraies vues pour moi à Dubaï, c'est soit le Burj Khalifa, soit la mer. Mais ça, c'est purement émotionnel. Mais dans mon rendement locatif, ça ne va pas changer grand-chose. Ok. Voilà. La question fatidique est arrivée, Manel, sur un ton très solennel. Aujourd'hui, combien ça coûte pour un propriétaire? Demain, j'ai un studio. Je suis super content. Il est arrivé à la remise des clés. Ouais. Je te le propose. Combien ça coûte, finalement, de laisser son appartement et les clés chez Airbnb? Quels sont les frais? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que tu décortiques ça? Est-ce que tu peux répondre à cette question fatidique? Bien sûr. Toutes les personnes qui regardent ce podcast depuis le début attendent cette question depuis tout à l'heure. En fait, quand je vais recevoir un appartement, donc déjà, on peut aussi aider sur la remise des clés. Okay. Je sais que ce n'est pas une étape hyper simple pour les propriétaires qui sont à distance. Bien sûr. Donc, n'hésitez pas en tout cas, si vous avez besoin de... Ce qu'on appelle le snagging. Oui, l'état des lieux et également la remise des clés. Il peut se passer du temps entre les deux. Et c'est toujours bien d'avoir une personne de confiance qui va pouvoir, en tout cas, vous aider à... les aider à fait aussi par un professionnel. Ça, c'est quelque chose qui est aussi très important. Ça, il faut vraiment le répéter parce que le jour où vous allez récupérer les clés de votre appartement, ce moment-là est crucial. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'état des lieux, donc dit le snagging en anglais. Et à ce moment-là, il faut faire appel. Ça coûte 1250 dirhams. Ça coûte l'équivalent de 300 € à peu près, où on va venir dans l'appartement et on va tout checker. C'est-à-dire qu'on va même mettre des caméras dans la plomberie, on va tester tout ce qui va être électricité, on va calculer, voir s'il y a des différences sur les carrelages. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très complet. Et je recommande à toutes les personnes qui regarderont ou écouteront ce podcast de bien en parler avec votre agent immobilier. Le moment du snagging est ultra important parce que s'il y a des malfaçons, ça va être au promoteur de régler tout ça. Ce ne sera pas à vous de payer tout ça. Voilà, donc ça, c'est très important. Je te laisse reprendre, Manel. Je t'en prie. Ce qui est bien, c'est qu'après, pendant une année, ils seront aussi couverts. Ça s'appelle la Defect Liability Period. D'accord. Où, quoi qu'il peut se passer dans l'appartement, ce sera couvert par le développeur. Donc, à la remise des clés, donc, pareil, on va parler d'ameublement, voir ce qui peut être fait. À partir du moment où on va récupérer les clés, donc avec un appartement qui a été meublé, et mis dans les standards d'Airbnb, là, oui, il va y avoir quelques frais engagés par le propriétaire et on appelle ça le onboarding, ça va être le démarrage. Le démarrage, déjà, va être de signer un contrat de location avec nous. Et nous, on va pouvoir, avec ce contrat de location, faire le DTCM. Le DTCM, c'est le permis touristique qui nous autorise, nous, en tant que société, à louer l'appartement pour un propriétaire. D'accord, donc on est quand même sur un marché hyper réglementé, on ne peut pas faire n'importe quoi. Aux yeux de la loi, voilà, on doit avoir cette autorisation, tout simplement parce que c'est un petit peu un transfert de responsabilité. Bien sûr. Sur ce qui va se passer dans l'appartement et puis comment ça va être géré. Donc on va faire ce DTCM, il n'est pas très élevé en termes de coût, il coûte 370 dirhams pour les studios et les one bed, donc environ 90 €, ça va. Comme ça.
Donc 370, à peu près 600 et quelques dirhams pour les 2 beds et 900 et quelques pour les 3 et plus que ça. D'accord. Donc on est encore sur un permis qui n'est pas très élevé. C'est à l'année. C'est un coût à l'année, c'est un frais fixe à l'année. Donc il y aura ça à faire au départ. Ensuite, nous, on va procéder à toutes les activations, puisque forcément, sur Airbnb, il faut que toutes les factures soient incluses Bien sûr. dans la location. Donc on va ouvrir les comptes d'électricité, Donc de climatisation, exactement. Donc DIWA, qui est l'électricité et l'eau, la climatisation, qui peut être via différents fournisseurs, le gaz et Internet. Donc ces 4 factures seront à prendre en charge. Alors, je rassure tout de suite les propriétaires, on s'occupe de les payer. J'ai des assistants qui sont là pour ça. Justement, Super. l'idée, c'est vraiment d'avoir un service où ils n'ont rien à faire. Parce que si chaque mois, moi aussi, je dois courir derrière eux, c'est pas possible. pas qu'ils oublient de payer l'électricité, etc. Si j'ai une coupure d'électricité, c'est une catastrophe. Oui, tu imagines bien. On ne peut pas se permettre tout ça. Donc le mec est quand même, le propriétaire, est totalement tranquille. Oui. C'est une tranquillité d'esprit qui est... C'est ça. Donc les factures. Et puis après, donc, toute la mise en route, ça ne va pas coûter d'argent. Ça fait partie de notre offre, tout simplement. Donc, les photos professionnelles, la mise en ligne sur toutes les plateformes. Et après, on commence les premières réservations. Le propriétaire aura accès à tout ce qui se passe dans l'appartement. Il aura son portail Ouais. Airbnb sur lequel il Exactement. va pouvoir tout retrouver. Ouais, tout est transparent. Mhm. J'en ai besoin parce que, comme je t'ai dit, moi, je ne peux pas passer mon temps, en fait, on peut pas passer notre temps à discuter avec les propriétaires de tout ce qui se passe. Moi, j'ai besoin qu'eux voient comment je travaille, toutes les factures qu'on paye, et que ce soit aussi la maintenance. Et ils ont surtout accès au calendrier avec toutes les réservations. Et pour eux-mêmes, s'ils veulent demain booker leur appartement, ils peuvent le réserver de manière autonome via une application. C'est la classe. Ils n'ont même pas besoin de me demander. Ils sont juste soumis au calendrier. Interdiction d'annuler une réservation. Ok. Ça, c'est interdit. On veut garder le titre de super C'est host. même pas une question de super haute. C'est quoi ? Alors oui, forcément, ça va m'impacter sur ça. Mais annuler une réservation, ça peut aller beaucoup plus loin sur Airbnb. Parce que si tu le fais trop souvent, on peut te faire annuler ton compte. Parce qu'on va considérer que tu es un hôte qui n'est pas fiable. Ouais, bien sûr. Qui n'est pas fiable. Et tu as une pénalité financière sur chaque réservation annulée. Ok. Donc ça va beaucoup plus loin que ça, finalement. Donc nous, nos frais de gestion, je sais que c'est ça que tu attends depuis tout à l'heure. T'es trop forte. Là, il y a ce suspense depuis tout à l'heure. Non, les étapes sont importantes. Mais c'est important de bien aussi décortiquer tout ce qu'il y a pendant, avant, après. Exactement. Pour comprendre finalement tout le travail que ça représente quand même. Parce que les gens ne se rendent pas forcément compte. On pense qu'on récupère les clés. En fait, ils pensent qu'on récupère les clés et qu'à chaque réservation, tu as un ménage qui vient et puis tout se passe bien. Voilà. Donc non, ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc nous, on est entre 15 et 17% en fonction des formules qui vont être choisies, en fonction du nombre d'appartements donnés, etc. Donc voilà. Sur la totalité du séjour. Oui, sur la totalité du séjour. Pour te donner un ordre d'idée, les plus grosses agences, les très grosses agences de Airbnb ici, sont à peu près dans les 20%. Ok, 20% donc, avec options supplémentaires. Je regarde un petit peu forcément ce que mes... La veille concurrentielle, c'est toujours très important. Il faut. Hein. Mais bon, t'es plus forte. T'es plus forte qu'eux. Ça, je sais pas. Mais en tout cas, j'aime mon travail. Voilà, ça démarre bien. Je t'embête. Je sais qu'en général, eux, ils sont à 20% avec options payantes supplémentaires. Typiquement, payer les factures. Il y en a plein qui ne l'incluent pas dans leur offre. Mais bon, moi, je veux être sûre que c'est payé à la fin du mois. Bien sûr, pas de problème. Donc, entre 15 et 17%, qu'est-ce que ça inclut ? Ça inclut absolument tout. Après, le ménage. Exactement. Alors, non. C'est pas que ça inclut le ménage. Ça, c'est vraiment notre commission en tant que prestataire. D'accord. Maintenant, il va y avoir des frais annexes, mais qui ne vont pas être réellement liés au propriétaire. Tu sais, sur Airbnb, je ne sais pas... Imaginons, on va mettre le prix de la nuit à 100 €. Ça, c'est moi, dans le système, ce que je vais configurer. D'accord. Sur Airbnb, la personne qui va louer l'appartement, elle ne va pas payer 100 €. Elle va payer 100 € plus les 20, 30, 50 € de ménage, plus la taxe de séjour qui est obligatoire à collecter à Dubaï. Pour nous, c'est un devoir qui est très important parce qu'en cas de contrôle, on peut me fermer mon entreprise si je ne la prends pas. On reste acteur du tourisme, donc forcément, on doit collecter une taxe de séjour. Qui d'ailleurs, juste pour ton information, donc elle est de 10 dirhams par chambre et par nuit. Ok.
Quand même. Donc 10 dirhams pour un studio, un one bed, et 20 dirhams pour un deux bed, voilà, D'accord. par nuit. La TVA également, que je dois collecter. Donc la personne, en fait, va payer plus cher que ça sur Airbnb. D'accord. Donc ça, c'est des frais où à la fin du mois, je vais devoir forcément les retirer puisque je les redispatche Bien sûr. aux différentes entités qui doivent être... Donc là-dedans, dans ces 15 et 17%, par contre, la commission de Airbnb n'est pas incluse. Non, Justement, c'est inclus dans le surplus que tu vas mettre, dans la surfacturation dans la que je vais faire. surfacturation que tu vas voilà, faire pour sur pouvoir Airbnb. justement pallier à toutes ces petites dépenses-là Sinon, à la pour ne fin, pas entacher, la bah ouais, rentabilité c'est ça. du Sinon, propriétaire. malheureusement, à la fin, on n'a plus d'argent. T'imagines bien que si on mettait 100 € Ah la oui. nuit sur Airbnb, que je t'enlève le ménage, les frais d'Airbnb, Il n'y a plus rien derrière. Internet, gaz, électricité, Ouais. plus ma commission, Après, on est en tu fais perte ça en pour fait. rien. On Ouais, est en bien moins. sûr, bien sûr. Donc sur Airbnb, je vais surfacturer avec leur commission et tous les frais annexes. C'est pour ça que souvent les propriétaires, ils ont du mal à comprendre. Je leur en veux pas, hein, mais ils ont du mal à faire la différence entre le brut et le net, qui Bien des fois sûr. peut avoir une différence entre 20 et 30%. Mais ce qui est totalement justifié, puisque toute la surfacturation qu'on va faire, bah, nous, il faut bien qu'on redispatche à tout le monde. Bien sûr. C'est là où je te dis qu'au départ, il y a un espèce d'investissement de départ où tu as l'impression que tu n'es pas très rentable. Mais une fois que la machine est lancée, une fois que le train est lancé, derrière, ça va Dis-toi directement. que les propriétaires qui gagnent le plus d'argent avec leur appartement, c'est ceux qui en investissent le plus. De toute façon, cette formule, elle est, Bien sûr. c'est bien Plus connu. tu investis, plus tu as de retour sur investissement. Voilà. Mais c'est une règle qui est universelle, je dirais, pour toutes les personnes qui sont intéressées au business. Mais il y a des belles leçons de business aussi là-dedans, mine de rien. J'étais pas à la base destinée à gérer une entreprise, mais C'est très bien. j'apprends franchement, aussi. C'est vraiment... Moi, en tout cas, voilà, une fois de plus, je te remercie parce que je t'assure que ça fait toute la différence. Quand j'ai quelqu'un au bout du téléphone, lui dire qu'il va être accompagné, c'est ce qui fait aujourd'hui toute la différence. Il y a des agents et des agences immobilières qui vont proposer ce type de prestations, mais au final, tu n'as rien qui suit derrière. Ça va être de la sous-traitance avec des entreprises qui ne parlent même pas français. Et derrière, tu as une prestation qui est vraiment moindre. Donc, ça te fait perdre beaucoup d'argent. Donc, c'est pour ça qu'avoir ce discours-là et pouvoir rassurer aussi les clients dans ce sens-là, c'est vraiment, vraiment, vraiment très bien. Et ça me fait penser à une question, encore une fois, business, parce que quand même pas mal de business. Est-ce que c'est possible de faire de la sous-location sur de la location courte durée? Pour toutes les personnes qui nous écoutent, si vous voulez des idées de business, il faut juste demander à Manel. C'est autorisé depuis peu. Je pense que ça doit faire un petit peu moins de 2 ans que Dubaï a autorisé ça. Alors, c'est possible en tant que locataire, longue durée. Ok, d'accord. À partir du moment où tu as l'autorisation du développeur, donc une lettre de non-objection, et l'autorisation du propriétaire pour le faire. D'accord. C'est pour ça que maintenant, il y a aussi beaucoup d'agences comme la mienne qui prennent des appartements en location longue durée. C'est fou. Donc, qui payent un Ejari, tu sais. Bien sûr, bien sûr. Qui paye une location à l'année en un chèque ou en 4 chèques, comme un locataire normal, mais qui le sous-loue en Airbnb. T'en as combien comme ça? Moi, j'en fais pas. T'en fais pas? Non. D'accord. Okay. Moi, je fais pas parce que par choix, je savais pas tout justement, donc tu me l'apprends. Par choix, tout simplement, parce que je trouve que c'est un calcul après qui est très compliqué pour aller marger dessus, en fait, finalement, parce que si tu loues avec les prix actuels, au prix du marché de la location longue durée, pour moi, ce serait quand même difficile après d'aller gagner de l'argent dessus, mais en tout cas pour ceux qui le font, pourquoi pas. Surtout pour les locataires qui sont là que 6 mois dans l'année. Pour eux, c'est super Carrément, intéressant. bien sûr, bien sûr. Tout le monde ne vit pas à Dubaï sur toute l'année, donc là, pour le coup, c'est top. Moi, il y a quelque chose que j'aimerais te poser comme question. C'est est-ce qu'aujourd'hui, on peut se passer de Airbnb? Est-ce que moi, demain, Raphaël, j'ai mon studio, je dis, j'ai besoin de personne, je suis un grand garçon, je vais le mettre en gestion locative court terme tout seul. Est-ce que ça, c'est possible pour toi, selon toi, pour quelqu'un qui n'est pas sur place? Qui n'est pas sur place, alors... Et quelqu'un qui est sur place, on a les deux cas comme ça. Légalement, tu as le droit de le faire. Okay. Légalement, en tant que propriétaire, jusqu'à 7 appartements, tu as le droit de le faire en tant que particulier. Ok. Au-delà de 7 appartements, tu dois créer une entreprise. D'accord. En dessous de 7, tu peux totalement, toi, Raphaël, t'inscrire sur DTCM, payer ton permis et faire Teresa tout seul. Maintenant. C'est un travail à part entière. C'est un travail à plein temps. Ah oui. Il faut que tu sois capable de faire ça 7 jours sur 7,
24/24, de gérer les différents soucis qui peuvent intervenir du jour ou de la nuit. Et quand je dis du jour ou de la nuit, ça peut aller de la petite fuite au très gros problème où tu dois déloger des personnes. Les déloger, les reloger. Voilà. Et ça, c'est des stress que tu dois régler en 1 heure, 2 heures. T'arrives à dormir quand même la nuit, ça va? Très peu. J'ai mis du maquillage. Je t'embête. Tu dois pouvoir régler ça. Et pareil, alors, et ça, il faut que les propriétaires l'entendent, il y a beaucoup de buildings qui n'acceptent pas les arrivées autonomes. Il y a beaucoup de buildings, nous, on doit envoyer quelqu'un, ou moi-même je me déplace, pour accueillir chaque locataire. Ah oui, c'est beaucoup de travail. Dans la loi, dans DCCM, c'est interdit, les self-check-in à Dubaï. D'accord. Maintenant, il y a beaucoup de buildings qui le laissent faire, qui le tolèrent, parce qu'eux-mêmes ont mis en place, tu sais, des shifts, des agents d'accueil, etc., pour le faire. Mais normalement, un représentant de la société doit être présent. Et plus ça va, plus la réglementation commence à être très stricte. Mais tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de touristes qu'avant. Il y a beaucoup plus d'Airbnb qu'avant. Dis-toi qu'en 2021, il y en avait à peu près 11 000. Aujourd'hui, il y en a 25. C'est énorme. Ça a plus que doublé en 3 ans, 4 ans. C'est exceptionnel. C'est énorme. Parce que c'est aussi ça, tu vois, une dimension qui est vraiment importante. C'est qu'aujourd'hui, quand on parle de rentabilité à Dubaï, il y a 2 critères qui vont être ultra importants. Tu as le tourisme, mais tu as aussi toute la partie résidence. Oui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Dubaï ne fait qu'avancer. Et justement, on va y arriver justement par rapport à l'évolution et la vision de Dubaï. J'ai une dernière question justement avant d'aller justement dans l'évolution et la vision. Je vais te poser une question, je te la poserai après. Mais imagine-toi Airbnb dans 10 ans, à quoi ça va ressembler. Tu vois? Mais avant l'évolution et la vision, je fais dernière question comme ça pour clôturer le débat par rapport à juste tout l'aspect technique et détails. Est-ce que ta demande, elle est plutôt touristique ou professionnelle? J'ai vraiment de tout. J'ai T'as vraiment pas, de tout. Non, j'ai autant, je pense, de touristes que de voyageurs d'affaires et de personnes qui viennent s'installer. J'ai la chance d'avoir beaucoup de locations, entre guillemets, j'aime bien les appeler les moyens termes, parce que c'est des personnes qui... mais en fait, en bookant, ils me le disent. Je suis en attente de mon appartement, j'attends que mon Emirates ID soit faite. Du coup, j'ai besoin d'un logement pour 1 mois, 2 mois, ou je veux m'expatrier à Dubaï et je viens tester quelques quartiers. Donc, ils prennent des Airbnb dans C'est pas mal toute la aussi ville. pour eux, tu vois. C'est génial. Ils découvrent. C'est exactement ça. J'ai aussi beaucoup de personnes du GCC. Après, ça, c'est... GCC, pour expliquer à toutes les personnes qui nous regardent. Personnes du Golfe, donc Arabie Saoudite, Koweït, Qatar, toutes Oman. Les personnes qui sont... Oman, d'ailleurs, très sympa. Très, très sympa. Qui vivent ici. Donc, tu as aussi pas mal de résidents aussi. Pour te donner un ordre d'idée, les voyageurs du GCC, donc du Moyen-Orient, représentent à peu près 15% des entrées touristiques à Dubaï. C'est énorme. C'est énorme. C'est fou. Et tout le reste vient à peu près... Alors, il y a quoi? Tout le reste vient à peu près d'Europe. Ok. Asie, Europe. D'accord. Europe en premier, Asie par la suite. Et tout ce qui va être marché russe, par exemple? Je les inclus dans le marché européen. Ah, pardon. Ok, ouais. D'accord. Ok. Écoute, top. Merci déjà pour tous ces détails. Je pense que déjà, ça aura apporté quand même pas mal de détails, beaucoup plus de profondeur justement à ton travail aussi. J'ai tout le temps des demandes, moi, par rapport à voilà, cette gestion locative court terme. Et je pense qu'on a répondu à pas mal des questions. Est-ce qu'il y a des points peut-être sur lesquels tu aimerais insister? Non, ça va. Je suis contente qu'on ait abordé quand même quelques sujets, puisque moi, la plus grosse difficulté dans mon métier, quand je reçois des propriétaires, c'est de casser en fait des mythes qu'on leur a mis en tête. Bien sûr. Et d'avoir en fait, de voir des déceptions sur des attentes qu'ils pouvaient avoir. Il y a un truc qui a été commun à Dubaï ces dernières années, c'est faites du Airbnb, vous allez gagner 30-40% de plus que le long terme. Mais pourquoi? Qui leur a dit ça? Je ne sais pas. Moi, c'est très dur quand je reçois ces personnes-là, où je suis obligée de leur expliquer que ça pourrait être possible. Bien sûr. Je parle toujours au conditionnel, puisque en fait, je ne peux pas savoir comment une saison touristique à Dubaï va se passer.
j'ai pas j'ai pas la vue sur les entrées touristiques, sur le flux aérien. Bien sûr. Alors même si oui, Dubaï a été élu, l'aéroport de Dubaï a été le plus fréquenté au monde en 2024, qu'on a 9% de plus sur les entrées touristiques depuis l'année dernière. Ok, tout ça on le sait, mais je prévois pas l'avenir non plus. Donc c'est un peu de casser. 111 millions de personnes qui ont visité le Dubaï Mall en 2024. Waouh. 111 millions de personnes. Je sais pas si on se rend compte à quel point je pense qu'on s'en rend pas compte. C'est grave. Et justement, moi, comment est-ce que... Enfin, tu viens un peu de répondre à ma question, mais comment est-ce que tu vois l'évolution du marché de la location courte durée dans les 3 à 5 ans? On sait qu'il va y avoir des développements qui vont être exceptionnels aux Émirats Arabes Unis, pas qu'à Dubaï, par exemple, ne serait-ce que le futur plus grand casino du monde, tu vois. Donc oui, là, on va être aussi beaucoup sur de la gestion locative court terme, je suppose. En fait, tous ces développements vont venir ouvrir encore plus l'offre qui est déjà existante. Et demain, c'est pas dans l'objectif des Émirats de... Alors, ils vont être plus stricts dans la réglementation. Maintenant, aujourd'hui, quand tu vois toutes les villes comme New York, Paris, qui limitent les Airbnb, qui sont en train de mettre beaucoup de bâtons dans les roues à pas mal de personnes qui avaient des biens qui tournaient quand même de manière... qui était pas mal en Airbnb, et qu'aujourd'hui, ils sont limités en nombre de jours, ils sont limités en impôts, etc. C'est pas facile. En fait, c'est tout bénef pour Dubaï. Je suis désolée pour les autres villes, mais non, mais c'est vrai, c'est comme ça. C'est factuel. C'est factuel. C'est tout bénef pour Dubaï, et demain, c'est pas dans leur objectif d'aller justement rajouter des règles qui vont bloquer tout le monde. Aujourd'hui, on n'a pas de limite de location. On n'est pas comme en France où tu as une obligation de louer ton appartement. Tu sais, en France, on paye une taxe sur les appartements vides. Ici, c'est pas le cas. On reste encore maître de ce qu'on veut faire. Et en vue du nombre de touristes qu'ils attendent sur les prochaines années, sur l'aéroport qui arrive, qui va pouvoir, je crois, prendre quelque chose comme 4 fois plus de voyageurs. C'est exactement ça. L'aéroport qui porte le nom du Cheikh. Exactement. Qui va devenir le hub du monde entier. Puisque déjà, l'aéroport de Dubaï est un hub mondial. On ne se rend pas compte, on est vraiment au milieu du monde, entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique. Donc cet aéroport, et puis l'arrivée de certains sites de divertissement, Disneyland. Toi, je sais que mais plus ça te... mais moi, en tant qu'Holiday Homes, Disneyland arrive Bien à sûr. Dubaï, mais oui. Bien sûr. Et en tant que fan de Disney aussi, on peut le dire. Oui. Mais... bien sûr. On sait, on est français, on a un Disney dans notre pays. C'est aujourd'hui le parc d'attractions le plus visité, le plus demandé, celui où toutes les générations ça va être exceptionnel, connaissent. Bien sûr. C'est exceptionnel. L'arrivée du casino aussi. On peut aimer l'idée ou pas aimer l'idée. Ça ne change pas le fait que l'impact en termes que du business avoir. Que ça va générer en entrée, que ce soit même en hôtellerie. Ça va être exceptionnel. Ça va être exceptionnel. Ça va être exceptionnel, bien sûr. Tout propriétaire sera... je connais pas une ville dans le monde où il y a un casino et que le taux de remplissage autour n'est pas ultra élevé. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, ça va quasiment faire la taille de la Tour Eiffel. On va retrouver aussi sur l'île de Al Marjan Island. Et c'est ça aussi qui fait... J'ai vu ça récemment, ouais. Qui fait tout, si tu veux, autant de bruit. C'est que dedans, tu vas avoir des restaurants, tu vas avoir des boîtes de nuit, tu vas avoir vraiment tout un engouement, si tu veux, par rapport à ce futur projet-là. Et ça va être considéré, je pense, comme le futur Las Vegas des Émirats Arabes Unis. Et tu l'as dit tout à l'heure, déjà, il y a énormément de GCC, donc de personnes qui viennent du Golfe à Dubaï. Mais imagine... C'est un peu comme nous en France quand tu pars en week-end... Monaco. Dans le sud, Monaco, peu importe, Deauville, Trouville. Eux, ils viennent en week-end à Dubaï. C'est ça. C'est normal. Je pense qu'on va finir sur cette magnifique note, Manel. En tout cas, merci beaucoup de ta présence. C'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger sur tous les aspects de ton travail. Tu as trouvé ça comment, du coup ? Bah écoute, bien, je suis contente. En fait, c'est beaucoup de questions auxquelles je réponds très régulièrement, mais quand j'ai des propriétaires en direct, je ne m'exprime pas vraiment sur tout ce qui est réseau, etc. D'ailleurs, c'est mon premier podcast. Et félicitations, franchement, tu t'en es très très bien sorti. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup sur les réseaux ? Parce que dans la description, je vais mettre le lien du site. Donc si vous voulez aller voir tout ce qui se passe sur Hello BNB,
Instagram aussi. Puis même, voilà. Enfin, tu peux même partager le WhatsApp de notre avec plaisir si vous avez des questions, directement, bien sûr. pour toutes les personnes qui voudraient soit venir en tant que touristes à Dubaï, ou même pour les propriétaires qui voudraient mettre leur bien en location ou juste qui ont des questions. Ok. On aime bien donner des conseils et moi, de partager toute façon, je suis content à chaque fois d'envoyer les. Je t'en envoie pas mal. C'est vrai. Désolé, je te donne beaucoup de boulot. Non, ça me dérange pas. Non, c'est toujours un plaisir. Donc, n'hésitez pas. Elles font un travail qui est exceptionnel. En tout cas, c'était un vrai plaisir de vous avoir retrouvé sur la chaîne aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie de Manel et de moi-même. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, si vous avez des questions aussi à te poser, Manel. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!